commencé votre parcours professionnel, est-ce que ce serait possible que vous puissiez le décrire en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, j'ai pas du tout un parcours, je dirais, littéraire ou qui correspond au métier que j'exerce aujourd'hui, car j'ai eu un parcours un peu compliqué dans le sens où mon environnement personnel, donc quand j'étais plus jeune, était assez déséquilibré et j'ai plutôt un peu subi, ça a impacté ma scolarité. Et donc, assez brièvement, j'ai une scolarité difficile avec beaucoup de redoublements, pas forcément de projection. Et j'ai arrêté l'école avec un niveau bac pro, mais pareil, j'ai été orienté, c'est une orientation subie. Donc de là, ça c'était la première partie, et après je suis revenu à l'écriture parce que c'est quelque chose que je voulais faire, mais je suis passé par pas mal de choses, et je dirais c'est après une bonne expérience de vie que je suis revenu à l'écriture. D'accord. Avez-vous été plongé dans cet univers de livres très tôt, genre par exemple dès votre enfance? Alors, j'ai plusieurs leviers. Tout à l'heure, je parlais d'une envie. L'envie, elle vient de la lecture. Donc, quand j'avais assez jeune, 9-10 ans, je lisais les Marvel et je voulais en fait, comment dire, changer les fins qui ne me convenaient pas. Et j'étais très, déjà sur la psychologie des personnages, j'étais très curieux. Je pense, dans les Marvel, moi, ce qui m'intéressait, c'était Iron Man et notamment Tony Stark. Et il y a un épisode où, je crois, je l'ai racheté d'ailleurs en tant que collectionneur, mais que ce volet. C'est un épisode, enfin pas un épisode, une saga où c'est Iron Man, c'est le diable en bouteille. Et ça raconte comment Tony Stark devient alcoolique. Et moi je trouvais ce truc-là, et quand il résonnait par rapport à mon contexte personnel. Et ça a été un des éléments. Après, il faut savoir aussi que donc, ma mère est française, mon père est marocain. Je suis né en France, mais j'ai été envoyé au Maroc. Et mes voisins, donc mon père est originaire de Marrakech, mes voisins, en fait, c'est la famille Mrabet. Et la famille Mrabet, parmi eux, leur cousin qui vit dans le nord du Maroc, à Tanger, est un écrivain analphabète. Si vous tapez Mohamed Mrabet, vous verrez que c'est un écrivain. En fait, c'est quelqu'un qui entend des voix et qui écrit des histoires. Et des Américains, en fait, il a été la muse d'auteurs américains. Donc, le fait de raconter des histoires, on l'a catalogué comme écrivain, mais en réalité, c'est pas lui qui écrivait les histoires. Et les romans qui ont été publiés ont connu, je crois, il en a eu 2, ont connu un gros succès. Donc lui, la famille Mravet, j'ai grandi avec eux, ils m'ont éduqué aussi aux mots, à la poésie, au Petit Prince, donc ça c'était vraiment jeune. Et voilà, donc j'ai eu quand même, en réalité quand on creuse, j'ai baigné dans cet environnement. Après, autre élément intéressant, pas par rapport à forcément la culture, mais par rapport aux mots. Quand j'étais très jeune, mon père a appris donc la langue française quand il est arrivé en France, et il me demandait de lui faire des dictées en fait, de lui lire à dictée. Donc voilà, j'ai quand même effectivement baigné dans un environnement qui plus tard en fait m'a permis de me reconnecter à ça. Vous avez écrit beaucoup de romans policiers. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre? Pourquoi vous les écrivez? Alors, ce qui m'intéressait, il faut savoir que la littérature, pour moi, c'était au départ. Donc, j'avais sorti un livre qui était un récit qui s'appelait La petite cité dans la prairie. C'était une opportunité, c'est vraiment par connexion que le livre, c'est un truc perso, pas forcément abouti, qui a été publié. Je le compte même pas comme un livre en fait, enfin, même s'il a été édité. C'est plutôt mon premier livre, c'est Les Anges, ça devient Kaira. Et effectivement, il s'inscrit dans la veine de roman policier qui se déroule en Seine-Saint-Denis avec des personnages assez jeunes. Pourquoi en fait je développe souvent ce thème? Parce que je me disais je voulais pas essayer d'être une copie ou de me prendre pour un littéraire, essayer de faire du classique ou des choses ou d'essayer d'imiter d'autres auteurs, mais plutôt d'apporter ma culture. Ma culture, c'est quoi? C'est la culture urbaine, c'est le hip-hop, c'est le rap, c'est la Seine-Saint-Denis. Et de tout ça, j'avais énormément de matière. Donc c'est pour ce que j'appelle moi cette matière, c'est le terreau en fait, le terme que j'utilise et que j'avais juste à exploiter. Donc c'est encore aujourd'hui, j'ai énormément de matière par rapport à ça. Donc ça a été la partie, les thématiques que je voulais développer. J'ai pensé à la fois à cette matière que j'avais, mais je me disais, ce que je veux développer, c'est ce qu'on ne voit pas forcément dans l'audiovisuel.
parce que le premier livre, c'était juste pour moi un moyen d'accéder à l'audiovisuel. Et je me disais, je vais faire un livre et j'arrête. Et finalement, je n'ai jamais arrêté. Donc finalement, qu'est-ce qui vous a fait continuer aussi? Qu'est-ce qui m'a fait continuer? Bah, le plaisir. Après le premier livre, en tout cas Les Anges Sablons Clara, qui était mon premier roman policier, je me suis rendu compte, j'ai donc fait des développements de séries ou de longs métrages avec donc équipe d'auteurs, etc., ou parfois seul. Et je me suis rendu compte que écrire un projet audiovisuel, c'était beaucoup de contraintes. Et c'était pas du tout la même liberté que quand on écrit un livre. Donc c'est aussi pour ça j'ai gardé le livre. En fait, c'est perso. Quand je dis c'est perso, c'est pas perso à titre. C'est en tout cas, vous avez un choix, une liberté qui est hyper intéressante et épanouissante. Voilà pourquoi j'ai continué à écrire des livres. Et vraiment, le premier pour moi, c'était j'utilise ça comme un levier pour accéder à l'audiovisuel. Vous avez parlé de contraintes. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près quels ont été les obstacles que vous avez connus à travers votre carrière? Des obstacles, en réalité, c'est d'abord les obstacles. Je pense que j'étais mon premier obstacle, l'impatience. Quand j'ai publié mon premier roman policier, Les Anges Sablons Clara, j'ai pas eu qu'une casquette d'auteur. J'ai fait de l'affichage sauvage, j'ai collé des affiches, 3000. J'ai fait un tour de France avec un camion, avec ce qu'on appelle un habillage avec le titre de mon roman. J'ai produit aussi un clip avec Mac Taylor qui s'appelle Des chiffres et des litres, avec une boîte de prod pro. En fait, j'ai eu une hyperactivité en me disant, en mettant la pression et en produisant énormément, ça me permet d'ouvrir les portes. Et ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai encore plus mis d'énergie. Et ça a été comme ça pendant 5-6 ans. Mais à un moment, j'ai eu une énorme fatigue. En fait, tout ce que j'ai investi comme énergie, comme réflexion, etc., ça ne m'a pas permis d'arriver là où je voulais arriver et vite. Donc, ça a été l'un des premiers obstacles. Après, les autres freins sont liés à la maturité. C'est aussi ça. Donc, certains pourraient dire que c'est une réalité aussi, qu'on est issu de la diversité ou pas forcément de l'environnement littéraire classique, on a des freins, etc. Je pense que non, quand on a sa personnalité, quoi qu'il arrive, on existera. C'est juste pas être une copie. Et pour ma part, en tout cas, les obstacles, c'est moi qui me les suis construits, dans le sens où voilà, j'avais pas la patience que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le travail mené depuis 10 ans porte ses fruits. Mais avec le recul, je me dis c'était le temps nécessaire. Mais auparavant, en 2-3 ans, je me disais mais c'est maintenant que les portes doivent s'ouvrir, etc. Et c'est pas le cas, mais j'étais pas mature. Je sais pas si je suis clair, je sais pas si c'est bien clair ce que je raconte, n'hésitez pas à me dire si. Donc en 2003, vous avez créé le magazine Five Style. Qu'est-ce qui vous en a donné l'idée et pourquoi vous l'avez fait? Alors je sortais en 2000, j'ai un ami qui m'a proposé de monter un site internet sur la culture hip-hop. Les deux noms de domaine rap.fr et hip-hop.fr étaient libres. Cette expérience elle a duré 2 ans, donc c'était pas mon idée. On a porté ce projet et de cette expérience qui a été une première expérience, j'ai pas voulu m'arrêter là. Et je me suis dit en fait j'ai envie de monter mon média. Et c'est comme ça que j'ai monté ce média. Et c'est drôle parce que ça a été tout a été fait dans l'urgence, même le nom. Le nom c'est assez marrant, déjà je cherchais un nom. À l'époque, il y avait des marques de sapes américaines qui s'appelaient Fubu, For Us, By Us. Il y avait Triple Faisou, il y avait différentes marques. Et je cherchais dans le titre du magazine un peu cette sonorité. Et j'ai décidé de l'appeler Five Style. Mais rien que le nom, c'était une erreur parce qu'en fait, quand les gens voyaient le chiffre 5 et style au pluriel, ils ne savaient pas si c'était 5 styles ou Five Style. Et après, pareil, on a trouvé une distribution et je me suis formé sur le tas. Donc c'était, franchement, c'est une sacrée aventure. En décembre 2011, vous avez reçu le prix des trophées de la nuit dans la catégorie réussite et accompagnement. Éducatif, oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, c'était pas la première fois que je recevais un prix, parce que j'avais reçu un prix. Le premier prix que j'ai reçu, ça a été le prix de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris en tant qu'espoir de l'économie avec mon magazine. Donc, quand j'ai reçu ce premier prix, j'ai découvert en fait à quoi ce que ça pouvait apporter de gagner un prix. Donc une reconnaissance, une médiatisation
Et quand j'ai gagné celui de 2000, c'était en 2010 la remise. Attendez pas, non, 2011 effectivement, j'ai un doute, 2011, ou quand le livre est sorti, c'était fin d'année. J'ai eu une première page en national dans le Parisien, j'ai eu énormément d'expositions et le ressenti que j'ai eu à ce moment-là, je me suis dit c'est bon, c'est facile. Mais ça correspondait à même pas un an que j'étais actif, puisque j'avais sorti mon livre en 2011, fin d'année je reçois ce prix, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour moi c'est bon et c'est facile. Et dans la même année, en début, quelques mois plus tard, j'ai Canal+ qui me contacte pour faire un développement de série, où je me dis ah oui c'est facile, mais j'avais pas conscience en fait que j'étais juste un auteur avec un projet parmi 20 projets. Donc déjà 20 projets qui étaient sélectionnés, qui avaient déjà été filtrés parmi 750 projets. Donc je me suis dit, ah bah tiens, il y a le prix, il y a Canal, c'est bon, c'est facile en fait. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'étais mon propre obstacle. Donc beaucoup de satisfaction et surtout aussi une satisfaction par rapport au diplôme que je n'ai pas eu, vu que j'ai arrêté à un niveau bac pro. À chaque fois que vous avez une reconnaissance, une distinction, c'est aussi quelque part une forme de revanche sociale. Donc voilà un peu mon ressenti. Ça veut dire que vous vous êtes rendu compte que vous étiez sur la bonne voie? Pour moi, alors c'est là où j'avais fait d'erreur, c'est que je me disais pas j'étais sur la bonne voie, je me suis dit bon, je suis arrivé. Mais non, en fait, ce n'était que le début de la course. D'où est né votre surnom de pivot des banlieues? Alors ça, c'était pourquoi? Alors pourquoi? D'abord, c'est un surnom qui est venu plutôt des médias. Le vrai surnom que me donnaient les gens, je dis de chez moi, c'est de mon département, parce qu'après j'ai pas mal bougé, mais j'étais éducateur sportif, j'ai eu plusieurs casquettes. C'était le Victor Hugo du ghetto. Mais parce que Victor Hugo c'était une référence, on ne le lisait pas, et les mecs qui me connaissaient, ils disaient bah lui il se prend pour Victor Hugo, donc c'était plus une chambrette. Et de cette chambrette là, après je crois que les médias ils avaient repris le pivot du ghetto, pivot des banlieues. Voilà, après c'était pas un vrai surnom, c'était juste fabriqué. Et ce qui est intéressant dans ces histoires de surnoms, ça ne me dérangeait pas. Par contre, il y a des gens que ça dérangeait. On me disait mais pourquoi on ne donne pas ton nom, on t'appelle pas par ton nom, pourquoi on te donne un surnom? Je voyais pas le mal, je me disais de toute façon il y a toujours une étape, on est obligé de nous comparer ou d'avoir une référence. Et aujourd'hui, on ne me donne plus du tout de surnom, on m'appelle Rachid Santaki. Donc ça, tout à l'heure quand vous posiez la question Joseph sur l'évolution, c'est là où je vois l'évolution aussi. C'est qu'on ne dit plus le pivot du ghetto, peut-être le surnom qu'on va me donner c'est Monsieur Dicté, mais je trouve que c'est pas péjoratif. On avait entendu récemment l'idée de cette dictée géante. Oui. D'où est venue cette idée? Alors cette idée, ça a été le fruit je sais pas, j'allais dire que c'était le fruit, non, ça a été que des malentendus. Quand je dis sur un malentendu, je sais plus c'est dans quelle série ou film, c'est je crois que c'est dans les Soudoués qui dit ça, sur un malentendu. En fait, quand je dis un malentendu, c'est qu'au départ, j'ai été, donc tout à l'heure je parlais du fait d'avoir fait un tour de France, d'avoir fait de l'affichage, j'ai aussi fait des actions pour donner envie de lire à des jeunes qui n'avaient pas forcément envie de lire. Et cette tentative, pour moi, elle s'est conclue sur la difficulté réellement. On ne peut pas arriver et même en débattant, donner envie de lire en fait. C'est un travail de fond quelque part qui se fait. Si on est scolarisé, ça peut se faire avec les enseignants quand on travaille, ça se fait aussi en dehors de l'école. Voilà, c'est tout un environnement qu'il faut construire. Cette première expérience, je suis resté un peu sur ma faim. Je me suis dit ouais, en fait, faire lire et tout, c'est pas évident. Et j'ai été invité en avril 2013 à lire une dictée à Clichy-sous-Bois. Quand je suis parti vers cette dictée, là je suis parti en tant que simple lecteur. La dictée c'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis la primaire, même faire les liaisons, je ne savais pas trop où situer, comment me situer en tant que lecteur. Je lis cette dictée, je partage ça sur les réseaux sociaux, et là il y a un animateur qui me dit ouais je te suis, je te lis, j'aimerais bien qu'on essaie de monter quelque chose ensemble. Autour de la dictée, est-ce que tu penses qu'on pourrait imaginer quelque chose? Et je lui dis mais je suis archi partant, pourquoi? Parce que je venais déjà de mettre des ateliers qui n'avaient pas fonctionné pour moi de mon point de vue, et je me suis dit si on amène des publics à écrire, à faire la dictée, là on va pouvoir enclencher quelque chose. Après c'était pas gagné, il fallait la première dictée qu'on a organisée, où je n'étais pas lecteur mais l'organisateur, c'était une dictée avec en pied d'immeuble dans une cité. On attendait 30 personnes, on n'avait pas de quoi abriter les gens en cas de pluie, etc. C'était que des péripéties. On l'a fait le 31 août 2013 et finalement ça s'est super bien passé parce qu'on a ébruité
le fait que les meilleures copies gagneraient des Jordan. En attendant 30 personnes, on est arrivé, on a eu 250 personnes. J'avais pris un extrait des Trois Mousquetaires qui était super long, j'ai eu super chaud quand j'ai lu. J'essaie de rassurer les petits qui étaient en sanglots parce qu'ils pensaient à la Jordan. Et dès qu'ils entendaient un mot difficile, ils pleuraient. Un autre mot, ils pleuraient encore plus, etc. De cette expérience, je me suis dit non, mais j'ai compris qu'il ne fallait pas jouer sur les lots. Il faut vraiment donner envie de venir en famille autour de la dictée. Voilà, et après, c'est monté en puissance. Au début, c'était la dictée des cités. Après, j'ai arrêté justement de travailler avec cet animateur et je suis parti sur l'idée de dictée géante. Pourquoi? Parce que je voulais sortir aussi du truc de dictée des cités et toujours être dans, même moi, hein, j'en suis le premier responsable, d'être dans l'entre-soi. La dictée géante, pour moi, ça rassemble tous les publics. On ne dit pas dictée géante, ok, ça va être une dictée et quel que soit mon rapport à l'écrit, je peux y aller ou pas, mais c'est pas dictée des cités et ça se limite qu'aux gens de quartier. Donc voilà l'idée de la dictée géante. Et après, là ça va faire 10 ans que je fais des dictées, donc j'en ai lu plus de 500, j'ai fait des dictées au Stade de France. Récemment, il y a une dictée avec Thomas Pesquet. J'ai depuis 2 ans un programme sur France Culture, en sachant que je ne suis pas un linguiste, je n'ai pas cette légitimité entre guillemets au départ. Mais aujourd'hui, c'est devenu, la dictée, elle a une vraie reconnaissance. Et puis le projet, je le porte. Je travaille aussi en maison d'arrêt, je fais des dictées en maison d'arrêt, j'ai fait une cinquantaine de maisons d'arrêt. Donc la dictée géante, au départ, et comme je l'ai dit, c'est un malentendu. J'imaginais pas porter ça. Et de fil en aiguille, c'est monté en puissance. Et après, il y a ce que je comprends de cet exercice. Je ne prends pas l'aspect dictée, les cracks de l'orthographe, la note, etc. Mais plutôt de se dire, l'écriture et la lecture sont des enjeux essentiels, quel que soit notre environnement, notre projection, etc. Ça nous rassemble et j'utilise l'outil dans ce sens-là. Et pour le coup, ça fédère les gens, parce que la langue française, c'est notre... La langue, hein, mais là, on est sur la langue française, c'est notre socle commun. Est-ce que ça pourrait vous venir à l'idée de faire donc, des dictées dans d'autres langues? Par exemple, vous avez des origines marocaines, donc peut-être des dictées en arabe. Alors, c'est compliqué. Pourquoi ma mère est française, mon père est marocain? J'ai passé mes 5 premières années. Donc déjà, je ne parle pas le dialecte marocain. Ça, c'est une première chose. Et je pense qu'il faut savoir aussi une chose. La dictée, c'est un exercice typiquement français. Aux États-Unis, vous avez le spelling. Le spelling, j'imagine que vous connaissez. Vous avez des films dessus, etc. On va épeler des mots. Mais la différence du spelling qui est anglo-saxon, quand on va épeler, c'est une chose. Quand on prend le stylo, on écrit, on réfléchit, on se connecte. Il y a aussi la motricité, c'est cognitif, etc. La dictée, c'est pas que du vocabulaire. Il y a un vrai rapport à la connexion. Vous êtes, j'imagine, des générations qui êtes très portées sur les nouvelles technologies et digitales. Aujourd'hui, vous regardez un mot, vous allez le googliser. Le problème, c'est que vous avez tout de suite. Ayant tout de suite, vous n'allez pas forcément retenir. Vous avez énormément d'informations. Quand on se pose et on écrit, c'est un autre rapport. On a aussi une espèce d'autonomie qu'on perd. Je fais le parallèle avec l'orthographe, c'est un peu comme le GPS. Quand on a son téléphone, il suffit de googliser, on ne retient pas. Et moi, le premier, hein, des fois, quand j'ai un doute sur un mot, une étymologie, je veux comprendre le sens, je vais le googliser. Mais comme c'est tout de suite accessible, je ne vais pas le retenir. Quand vous l'écrivez, vous faites l'erreur, vous dites, ah ouais, ok, non, je me souviens, ça s'écrit comme ça parce que je me suis trompé. D'accord? Donc c'est ça aussi la dictée. Et pour le coup, c'est un exercice typiquement français parce que ça a commencé, ça fait partie de l'histoire de France. Pour être bref, c'est que la première dictée, ça a été celle de Prosper Mérimée où Napoléon III aurait fait 75 fautes, ce qui n'est pas forcément vrai parce que les avis divergent. Mais la dictée, ça a été un outil de propagande, d'éducation civique. Ça a été ringardisé avec l'arrivée d'Internet et là, ça revient aujourd'hui. Donc faire des dictées en autre langue, ça serait plus de la dictée parce que la dictée n'a pas le même impact dans les autres pays et dans les autres langues. Donc vraiment, moi, je dirais ma compétence, c'est le côté fédérateur de la dictée. La langue française, c'est aussi une langue que je connais, je pense que je maîtrise assez bien. Donc pour l'instant, non, j'ai pas trop de... Il y a tellement de choses à faire et la langue aussi française, elle est parlée dans, il me semble, 67 pays par 300 millions de personnes, donc il y a de quoi faire en fait. Voilà un peu ma position par rapport à ça. Le 31 mars 2018, vous avez passé une journée avec l'organisation de la dictée la plus grande du monde. Oui. Vous nous expliquer comment ça s'est déroulé? Alors, ça a été beaucoup de travail. D'abord, pourquoi? Parce que la dictée elle dure 2 heures. Donc l'idée c'était de réunir 1500 personnes pratiquement. Et surtout, il faut savoir que quand nous faisons la dictée, on ramasse toutes les copies et on corrige 1500 copies en 30 à 45 minutes. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc le plus gros du travail, c'est
effectivement d'avoir les salons du Stade de France, d'avoir tout ce qui va être logistique. Mais en parallèle, pendant 4 semaines avant l'événement, je fais des formations avec les correcteurs. Donc 170 personnes. D'abord, je vais expliquer les valeurs de la dictée, vraiment pour que les gens s'imprègnent. Deuxième temps, c'est durant tous les week-ends en fait. Donc 4 week-ends, pendant 2 jours, c'est comme des séminaires avec des volontaires. Donc ensuite, d'abord les valeurs de la dictée, bien comprendre. Ensuite, toute la mécanique. La mécanique est la suivante. Vous faites la dictée, les 1500 personnes, on va par catégorie, écoliers vont tous lever la copie, on ramasse, en fait c'est comme une espèce de chaîne. On ramasse les copies, on a quelqu'un qui a une enveloppe qui récupère toutes les copies, qui les monte, les correcteurs de chaque catégorie sortent les copies et commencent à enchaîner la correction. Donc toute la mécanique, et après on travaille sur la correction même. C'est une correction que j'appelle éliminatoire. C'est pas comme quand un enseignant va ramasser la copie et va corriger intégralement la copie en nous notant. Nous on note pas, mais par contre on va trouver une copie de référence. On a des astuces pour ça. On trouve une copie, celle qui a le moins d'erreurs, et elle a par exemple 1 ou 2 fautes. Et toutes les copies ont plus de 2 fautes, elles sont éliminées. Vous voyez un petit peu le principe? Donc on prend les choses à l'envers. On ne prend pas la copie, je corrige tranquillement, etc. C'est vraiment mécanique et très efficace. Donc voilà un petit peu le déroulé de la dictée. Je l'ai fait en mars 2018 et en avril 2019. Donc à deux reprises, j'ai réuni pratiquement 1500 personnes. Et c'est une grosse pression. Franchement, c'est une grosse pression parce que la première, déjà, c'est à ce moment-là que j'ai lancé la dictée géante, que j'ai arrêté justement le projet dictée des cités et que pour beaucoup de gens, je n'étais pas capable de réunir 1500 personnes. En plus, c'était dans des délais extrêmement courts. Et donc, forcément, sur les épaules, j'avais quelque chose à prouver que j'étais capable de me mobiliser pour les dictées et ça s'est très bien passé. C'était assez impressionnant. Donc, grosse pression. Et c'est une pression aujourd'hui qui n'est plus. L'une des dictées les plus médiatisées et les plus impressionnantes que j'ai pu faire, c'est celle avec Thomas Pesquet. Et franchement, ce jour-là, j'ai l'impression que j'allais chercher du pain à la boulangerie. C'était simple. Pourquoi? Parce que j'avais l'expérience de toutes les dictées que j'ai pu faire. La pression, en fait, je me suis dit ça va être un bon moment. Après, il y a forcément en termes d'organisation, d'autorisation, de réalisation, c'est toujours un peu, c'est un peu tendu. Mais je me rappelle le matin avant la dictée, j'étais détendu comme là, je suis en train de parler avec vous, c'était un moment de plaisir. Donc ça, c'est le côté intéressant maintenant de la dictée. Je peux déployer ça. Tout à l'heure, vous me demandiez, Yann, pourquoi ne pas faire des dictées dans d'autres langues. C'est que dans la dictée en elle-même, que ce soit dans l'environnement scolaire, dans l'événementiel, dans la culture, dans les monuments historiques, en entreprise, dans le sport, il y a tellement de formats à inventer, à imaginer, que c'est déjà, je dirais, il y a 10 ou 15 ans de travail à venir là. Donc la dictée géante pourrait encore évoluer dans le futur? Oui, déjà là, rien qu'en venant ici, forcément, ça donne des idées. Pourquoi pas imaginer une dictée avec le lycée et la communauté francophone d'Abu Dhabi au Louvre, ça pourrait être sympa. Il y a plein de choses à imaginer. Ça peut être aussi pendant les événements sportifs, etc. Il y a Elle évolue. Après, il y a un autre volet que je n'évoque pas. C'est aussi l'offre qui est devenue l'offre qui est la dictée aujourd'hui. La dictée géante, c'est donc des événements publics. C'est aussi un rendez-vous radiophonique sur France Culture. C'est aussi des podcasts de 30 minutes. Vous avez une émission, on en a invité, on fait un texte, on explique aussi les principales difficultés. À ce jour, on a 60 podcasts et j'ai été référencé comme une des applis les plus efficaces pour apprendre le français. Donc là, quand on prend ça, on prend le prisme de la dictée avec l'application, etc. C'est une offre que je propose en entreprise qui permet d'accompagner la transformation de l'entreprise, la cohésion des équipes, etc. Donc c'est aussi ça. Ce qui est intéressant, c'est que la dictée, il n'y a pas que le champ social, l'événementiel. Il y a aussi un véritable enjeu économique. Donc vous êtes aussi le cofondateur de l'association Syndicat, donc Oui. l'éducation pour défendre un peu les valeurs. Autour de la littérature, effectivement. C'était quoi vos attentes à propos de cette association? Alors l'association, elle avait été montée avec mon éditeur à l'époque. Après, on a fait ça jusqu'au moment de la dictée. Et l'idée du syndicat, c'était justement quand j'avais organisé cette tournée pour donner le goût de la lecture et de l'écriture.
Donc c'était de rencontrer des publics dans tous les territoires, donc dans toute la France. J'avais été aussi à La Réunion, c'était La Réunion où j'avais fait des ateliers aussi dans le quartier du Chaudron. J'avais fait aussi des ateliers au Maroc. Et l'idée, c'était de partager en fait autour de l'écriture et rendre accessible aussi l'écriture. Et ça va dans la démarche un peu de la dictée et de tout ce que je peux faire au niveau culturel. Enfin, monsieur, est-ce que vous aurez par exemple des conseils à donner aux jeunes qui voudraient suivre un cursus littéraire comme le vôtre? Oui, alors le mien, comme ça s'est plutôt fait sur le tas, ça a différentes expériences. Je pense que j'ai aussi une casquette d'entrepreneur qui peut-être donne une autre dimension à l'écriture. Je pense que en réalité, un jeune qui aime l'écriture, il va naturellement s'intéresser, il va beaucoup lire, il va se poser des questions sur les styles, il va se nourrir de ça. Et je pense que ce jeune en question, il va se construire parce que passionné. Je connais justement des jeunes, je pense à Maïsam qui est aujourd'hui, elle est étudiante je crois qu'elle fait un master d'édition. Je connais ses parents, à 14 ans, elle avait déjà écrit son premier roman, mais avec une envie. Donc je pense que le jeune qui a envie d'écrire, lui va se lancer, il va trouver des solutions, il va être curieux. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le jeune qui va penser que l'écriture, ce n'est pas pour lui. Parce que l'écriture, en réalité, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, d'abord, l'écriture, c'est une histoire qu'on va imaginer, qu'on va concevoir et qu'on va ensuite transposer. Donc, je dis aujourd'hui que l'écriture, c'est beaucoup de réflexion et beaucoup de parlotte avant de passer à l'écrit. Après, la partie technique, on a construit une histoire, on a pris des notes, on s'est documenté et on restitue ça sous un format. Donc, c'est plutôt le jeune qui pense que l'écriture, c'est pas pour moi. Non, l'écriture, c'est pour tout le monde. On a tous nos formats. Souvent, on va dire oui, mais les jeunes n'écrivent plus, etc. Mais les jeunes aujourd'hui utilisent Snap, ils font limite Insta, etc. C'est des histoires en fait qui racontent, c'est une forme d'écriture. Après, je suis plutôt pour écrire, mais se dire qu'un récit, la narration, elle est juste différente. Et l'écriture, c'est pour tout le monde. Donc, c'est plutôt pour celles et ceux qui pensent que l'écriture, c'est un don. Non, c'est pas un don, c'est un travail en fait. C'est un travail, c'est développer sa curiosité, c'est se documenter, c'est progresser aussi à force de travailler et d'écrire. Et après, au-delà de ça, la culture, pour moi, c'est un levier d'émancipation. Ceux qui n'ont pas, n'ont pas peut-être la hauteur nécessaire, etc. C'est pour ça que c'est important de rendre accessible la culture. Souvent, on va dire qu'on est dans la nécessité, la culture ça sert à rien, mais la culture si ça ouvre les champs, l'horizon. Après, effectivement, quand on est dans la nécessité, pour l'instant, on ne va pas se dire qu'on a besoin d'élargir les champs, on a besoin de remplir son frigo. Et pourquoi vous pensez que les jeunes peuvent parfois être pas motivés par l'écriture ou alors juste lire? Par la lecture, parce que vous avez des jeunes qui grandissent en fait avec l'outil vidéo et l'outil audio. Et pour le coup, pour ces jeunes-là, le fait de prendre un livre, et je le vois parfois, ils vont regarder le nombre de pages. Ouais. 250 pages, ils reposent le livre. Et d'autres sont à l'aise avec le livre, ils vont le prendre, ils vont lire, mais c'est une histoire de pratique. Je dis pas, c'est pas tous les jeunes, mais aujourd'hui, et on le voit de toute façon, on a de moins en moins de jeunes qui lisent. Je le vois même en 10 ans, entre le moment où j'arrive avec mes livres. Un exemple, l'année dernière, j'ai travaillé à la protection judiciaire de la jeunesse. Je suis arrivé, j'ai laissé 10 livres, j'avais une vingtaine de participants, mais ils sont partis sans mes livres. Et quelques années plus tôt, mais un livre, vous le laissiez, mais les jeunes me repartaient avec directement. Je l'ai vu aussi avec le magazine gratuit sur la fin du magazine. On faisait des sorties de concerts, on distribuait le magazine, les gens n'en voulaient pas. Alors qu'avant, les gens allaient le chercher à la FNAC. Donc il y a quand même quelque chose qui a changé et qui est lié au digital. Aujourd'hui, si on veut dire, on a tout dans le téléphone, donc l'objet, on ne s'encombre pas aussi. C'est plus, j'ai 48 ans et c'est plus les gens qui ont la culture de l'objet, de livre, le papier, etc. qui ont gardé ça. Mais pour beaucoup, comme c'est dématérialisé, ils n'ont pas ce rapport à l'écrit et à la lecture aussi. D'accord. Et sur des formats plus courts aussi. Ils lisent peut-être moins longtemps, voilà, ça dépend. Et il y a aussi un sujet de concentration. D'accord, merci pour merci à vous et bravo, j'espère que c'était complet et surtout que ça vous servira vous aussi perso. Merci beaucoup. Merci.